traitement. Donc, comme vous le savez, ces pneumonies, c'est un problème mondial de santé publique. C'est la principale cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. C'est un fardeau économique non négligeable et il faut savoir que cette mortalité touche essentiellement les pays en voie de développement, notamment l'Inde et l'Afrique subsaharienne. Donc, en Tunisie, l'incidence des infections respiratoires basses chez les enfants de moins de 5 ans est près de 100 000 cas par an. Et il faut savoir, plus de 200 enfants en 2010 sont décédés par une infection respiratoire basse et que cette mortalité elle est liée dans 30% des cas au pneumocoque. Il faut savoir qu'à l'échelle nationale, il y a eu plusieurs actions, il y a eu des interventions sûres, efficaces et abordables pour pouvoir réduire cette mortalité. Donc il y a eu une réduction de cette mortalité de 22% entre 2000 et 2015. Et ceci, bien sûr, grâce à la généralisation de certains vaccins, notamment la vaccination contre l'hémophilus de type B, mais aussi en agissant sur certains facteurs de risque, notamment la malnutrition. En fait, je vous rappelle les facteurs de risque des pneumopathies de l'enfant, dont certes, il y a l'âge, donc surtout les pneumopathies sont fréquentes chez l'enfant de moins de 5 ans, les faibles poids de naissance, en l'absence d'allaitement maternel, chez les enfants qui ont un terrain de déficit immunitaire, de malnutrition, de drépanocytose, mais aussi certains facteurs environnementaux, notamment l'intégration précoce d'une crèche, d'une collectivité, le niveau socio-économique bas et l'exposition au tabagisme passif. Donc, de façon schématique, quel agent infectieux est responsable des pneumonies communautaires de l'enfant? On peut dire de façon schématique que c'est un tiers des bactéries, un tiers des virus et un tiers, c'est une co-infection virus-bactérie et il faut savoir que ces co-infections sont associées aux formes les plus sévères. Donc ces dernières années, grâce à plusieurs actions, il y a eu une évolution de l'épidémiologie des pneumonies communautaires de l'enfant. Et pour les pneumonies bactériennes, donc grâce à la généralisation de la vaccination, il y a eu la disparition des pneumopathies à hémophilus de type B, la diminution des pneumonies à pneumocoque, et on va parler après de l'expérience française, mais il y a eu l'apparition de certains germes virulents, notamment le staph aureus et le streptoast, sécréteur de toxines, et bien sûr, comme a parlé le professeur Hamemi, la résurgence de la coqueluche chez les moins de 3 mois. Par contre, les pneumonies virales sont de plus en plus reconnues comme agents étiologiques des pneumopathies de l'enfant, et ceci grâce à l'amélioration des moyens d'identification, notamment les techniques immunologiques et la biologie moléculaire, qui permettent actuellement un diagnostic rapide des pneumopathies virales de l'enfant. Donc les virus prédominent largement les 5 premières années de vie, et c'est surtout avant 2 ans. Donc les pneumonies virales les plus fréquentes sont dites OVRS. Pardon. Un diapo, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est surtout le VRS chez l'enfant de moins de 2 ans. Chez le grand enfant, c'est plutôt le rhinovirus. Pour les pneumopathies bactériennes, vous savez très bien qu'à tout âge, le germe à craindre, c'est le streptocoque pneumoniae qui peut représenter à peu près 13 à 28% des pneumopathies de l'enfant. Le mycoplasme pneumoniae, c'est plutôt l'enfant de plus de 5 ans. Et sa fréquence, elle est très variable selon les études. Et quel que soit l'âge, le staph, le streptoa, l'hémophilus non-typable et Moraxella cataralis sont plus rares. Donc je vous rapporte les résultats de cette étude qui a été menée dans notre service durant la période janvier 2009 et mars 2010, donc en collaboration avec l'équipe de professeur Hamemi, qui a inclus 399 cas de bronchopneumopathie aiguë, c'est-à-dire essentiellement des bronchiolites. Donc 89 patients avaient un tableau de pneumopathie et tous ces enfants ont bénéficié de prélèvements à visée virologique, IF nasal, PCR pour le mycoplasme, sérologie et une hémoculture et un ECBC. Et donc, dans cette étude, on démontre bien que les pneumopathies virales prédominent. Donc, près de 50% de nos patients avaient une pneumopathie virale. Pour les co-infections, c'est 15%. Les bactéries pyogènes, c'est près de 6%.
et l'agent n'a pas été déterminé dans à peu près 23% des cas. Et je précise aussi que le pneumocoque a représenté 15% des bactéries pyogènes. Donc il y a une bactérie pyogène, c'est à peu près 20% si on associe les co-infections. Donc le pneumocoque, dans cette étude, a présenté 15% des pneumonies des enfants hospitalisés dans notre service. Donc je vous rapporte une étude américaine, donc c'est une étude qui a inclus plus que 2000 enfants hospitalisés pour pneumonie communautaire en Amérique. Et donc ils ont trouvé que 60% c'est des virus, c'est essentiellement le VRS en rouge chez les jeunes enfants, le rhinovirus c'est le grand enfant, les bactéries pyogènes c'est 7%, le pneumocoque a présenté 4%, et le mycoplasme, c'est 8% de l'ensemble des pneumonies communautaires de l'enfant. Et c'est essentiellement, donc le mycoplasme, c'est la couleur jaune, c'est essentiellement l'enfant de plus de 5 ans et surtout plus de 10 ans. Donc juste un petit mot pour vous dire que l'impact de la vaccination contre le pneumocoque a bien été démontré en France. Donc la France qui a introduit le PCV13 depuis une dizaine d'années, ils ont démontré que grâce à la vaccination antipneumococcique, ils ont pu réduire le pourcentage des pneumopathies de 25% et surtout, il y a un impact fort sur les pneumonies les plus sévères, présumées d'origine pneumococcique. Donc il y a une diminution de 50% des pneumonies avec une CRP supérieure à 100. Donc l'impact du PCV13 n'est plus à démontrer sur les pneumopathies de l'enfant. Donc la présentation clinique, je n'ajoute rien. Donc la salle, c'est des pédiatres. Donc vous savez bien que le diagnostic il est évoqué devant une toux fébrile et qui est associé à des signes d'infection respiratoire basse. Mais il faut savoir que la polypnée, elle peut manquer, surtout chez le grand enfant ou à un stade précoce. Les signes de lutte, c'est à peu près 20%. Les anomalies auscultatoires sont inconstants. Parfois, les signes extrathoraciques sont au premier plan. Donc, on peut avoir une fièvre isolée, un tableau pseudo-chirurgical, un syndrome méningé, des signes digestifs, surtout chez le nourrisson. Donc, il faut rester vigilant. Et on a appris que le gold standard, c'est la radio. Donc, devant un tableau de pneumopathie, il faut faire cette radio pour la confirmer. En fait, cette radio permet d'apporter la preuve de pneumopathie et le cliché à demander, c'est bien sûr le cliché de face. Il n'y a pas d'indication pour faire un cliché de profil de première intention. C'est 3 fois plus irradiant qu'une radiographie de face. Gardez à l'esprit qu'il y a la possibilité de faux négatifs liés à un décalage radioclinique. Cette radio n'est pas systématique dans certains pays, notamment les pays anglophones. Donc, déjà, en 2011, les Américains précisent que cette radio ne doit pas être faite pour les enfants qui sont pris en charge en ambulatoire, qui ont un tableau de pneumopathie qui n'est pas sévère. Les Anglais aussi, la même chose. En 2011, ils ne font pas de radio pour tous les enfants, seulement les enfants hospitalisés. Les Suisses aussi, ils disent que la radio, elle devrait être effectuée pour toute suspicion de pneumonie remplissant les critères d'hospitalisation ou en cas de non-réponse au bout de 72 heures. Donc on voit que cette radio n'est plus systématique. Est-ce qu'il y a une alternative? En fait, ces dernières années, on parle beaucoup de l'échographie pulmonaire pour le diagnostic, donc de très nombreuses publications, des méta-analyses qui démontrent que cette échographie peut remplacer dans les années à venir la radio. Donc ça paraît simple comme méthode. Donc voici l'aspect normal, l'aspect de pneumopathie interstitielle et les images de consolidation. Donc cette échographie paraît prometteuse, non irradiante ou du malade. Donc peut-être dans les prochaines années, cette échographie va remplacer la radiographie du thorax. Oui.
Donc je passe sur les critères d'hospitalisation. Je pense que tout le monde les connaît. Juste pour rappeler que les critères d'hospitalisation, ils sont liés au terrain, notamment à l'âge inférieur à 6 mois, les terrains précaires, la sévérité clinique, notamment l'intensité du syndrome infectieux, une détresse respiratoire importante, des signes digestifs, mais aussi des critères de gravité radiologique, notamment les formes compliquées, l'atteinte bilatérale, l'atteinte étendue à plus que 2 lobes, et notamment aussi les pneumonies nécrosantes. Peut-on prédire l'agent étiologique? Donc c'est très difficile de prédire l'agent étiologique en cas de pneumopathie, mais on a des arguments cliniques. Donc vous savez très bien que le pneumocoque, c'est un tableau brutal, une fièvre élevée. Les pneumopathies virales, c'est plutôt un tableau progressif avec des signes extra-respiratoires. En fait, les signes extra-respiratoires, on peut avoir une éruption cutanée, un érythème polymorphe, voire dans les formes les plus sévères, un syndrome de Stevens-Johnson en cas de pneumopathie à mycoplasme. Les signes digestifs, donc on a appris la staphylococcie pleuropulmonaire, c'est les signes digestifs, puis le syndrome infectieux. La radio aussi, ça peut contribuer, donc un foyer bien systématisé, c'est le pneumocoque. Le mycoplasme, ça peut tout donner. Donc, on a appris que le mycoplasme, c'est plutôt des images alvéolo-interstitielles, mais il faut savoir qu'il se voit seulement dans 20% des cas et que 15% des pneumonies à mycoplasme peuvent donner un foyer systématisé et que ça a été rapporté aussi même des pleuropneumopathies à mycoplasme. La pneumonie ronde, elle est particulière à l'enfant. C'est essentiellement le pneumocoque. Des zones d'infiltrat mal définies, c'est plutôt une origine virale. L'existence d'images bileuses, ça évoque une pneumonie nécrosante. C'est essentiellement le staph, le strepto-A et le pneumocoque. Pour les examens biologiques usuels, ils n'ont pas de place en ambulatoire pour les pneumonies prises en charge en ambulatoire, dans différentes recommandations aussi bien anglaises que françaises. Donc la PCT comme l'animération, la CRP isolément ou en combinaison avec les autres marqueurs ne permet pas de poser le diagnostic d'infection respiratoire bactérienne ou virale. En Suisse, en fait, j'ai trouvé intéressant de vous montrer qu'en Suisse, pour les enfants qui sont pris en ambulatoire, donc un tableau qui n'est pas sévère, ils dosent la CRP et en fonction de cette CRP, si elle est inférieure à 40, ils ne mettent pas d'antibiotiques. Donc ils cèdent de la CRP pour discuter la mise de l'enfant sous antibiothérapie. La procalcitonine paraît intéressante aussi dans une étude américaine. Donc une PCT inférieure à 0,25 permet d'éliminer les infections bactériennes. Donc, une PCT inférieure à 0,25 aurait une bonne valeur prédictive négative de 96% pour identifier les enfants avec un faible risque d'infection respiratoire d'origine bactérienne. Pour les examens microbiologiques, donc pas de place pour les pneumonies prises en charge en ambulatoire. Ils sont indiqués pour les formes graves hospitalisées. Et donc, pour les enfants hospitalisés, on va faire une EMOC, un ECBC, bien que sa spécificité n'est pas très bonne. Donc, l'hémoculture, il a une faible sensibilité de moins de 10%. Actuellement, les moyens de diagnostic de plus en plus sophistiqués donc, et rapides. Donc, ça a été bien détaillé par professeur Hamemi. Donc, pour les pneumopathies virales, on peut faire une IF nasale et une PCR. Pour le mycoplasme, on peut faire une PCR au début des symptômes, avant J7. Au-delà, c'est la sérologie. Si on a un tableau de pleuropneumopathie, bien sûr, on va faire l'examen bactériologique. Si c'est négatif, on peut demander les antigènes solubles et la PCR. Donc, j'arrive à la prise en charge thérapeutique. Donc, la prise en charge thérapeutique d'une pneumopathie communautaire de l'enfant comporte 2 volets. Le traitement symptomatique, bien sûr, le traitement de la fièvre. Éviter les AINS. Pourquoi? Parce que ça a été décrit que ça favorise la survenue de complications, notamment la survenue de pneumonie nécrosante. Pour l'antibiothérapie, la question en présence d'une pneumonie communautaire aiguë de l'enfant, est-ce qu'il faut instaurer une antibiothérapie initiale probabiliste
Donc, notre crainte, c'est le pneumocoque, pour agir sur le pneumocoque. En fait, non, dans certaines recommandations, puisqu'on a vu que plus de 50% des pneumonies de l'enfance sont d'origine virale. En fait, dans différentes recommandations, notamment américaines, ils précisent qu'on ne met pas d'antibiothérapie pour les pneumonies virales. Donc, si on suspecte que c'est plutôt une pneumonie virale, on va surveiller l'enfant. Les recommandations suisses, donc c'est ça chez l'enfant de moins de 5 ans. Si on est devant un tableau de pneumopathie bien toléré, avec donc, une forte suspicion de pneumopathie virale, on peut ne pas mettre d'antibiothérapie. Donc, les Suisses proposent de céder de la valeur de la CRP. Donc, comment traiter les infections à pneumocoque? Donc, vous connaissez très bien les taux de résistance qu'on a dans notre pays. Il faut connaître les facteurs de risque de PSDP, notamment l'âge inférieur à 2 ans, la vie en collectivité, les antécédents d'otite, la prise d'antibiotiques dans les 3 mois précédents. En fait, l'amoxicilline reste la bêta-lactamine la plus efficace à condition d'une posologie adaptée. En fait, l'effet d'un accroissement des concentrations, il y a un effet d'un accroissement des concentrations d'antimicrobiens sur leur activité bactéricide. Et la résistance in vitro n'implique pas nécessairement un échec thérapeutique. Les céphalosporines par voie orale, non. Pourquoi? Parce qu'ils sont efficaces seulement contre 60 à 70% des souches isolées de streptocoque pneumoniae, avec une mauvaise diffusion dans le parenchyme pulmonaire. Les macrolides aussi, non. Donc, vous avez bien vu qu'on a des taux de résistance de l'ordre de 60 à 70%. Les céphalosporines par voie orale, non, parce qu'ils sont efficaces seulement contre 60 à 70% des souches isolées de streptocoque pneumoniae avec une mauvaise diffusion dans le parenchyme pulmonaire. C'est bon? C'est clair. Ouais. Donc, c'est bien sûr l'amoxicilline, mais quelle dose, combien de prises et la durée. Donc, en 2014, il y a eu une version révisée établi par l'OMS sur la prise en charge des pneumonies de l'enfant, et donc ils mettent de l'amoxicilline à la dose de 80 mg kg pour une durée de 5 jours. Donc les recommandations de l'OMS, c'est... D'accord. Les recommandations de l'OMS, c'est 40 mg kg d'amoxicilline 2 fois par jour pendant 5 jours. Les Français, ils mettent de l'amoxicilline 80 à 100 mg par kilo par jour sans dépasser 3 grammes pendant 5 à 7 jours. Les Suisses, c'est 50 mg par kilo par jour, et en cas de suspicion de pneumocoque de résistance intermédiaire, il augmente la posologie jusqu'à 90 mg par kilo par jour pour une durée de 7 à 10 jours. On va voir. Les Canadiens, ils mettent 40 à 90 mg par kilo par jour en 3 prises. Donc la posologie, elle varie de 40 à 100 mg par kilo par jour dans les différentes recommandations. Donc pour le raccourcissement de cette durée à 5 jours, en fait, je vous rapporte cette étude randomisée à double aveugle qui a inclus 108 enfants pris en charge en ambulatoire pour pneumonie communautaire. Donc ils ont comparé 3 protocoles, une durée de 3 jours, donc il y avait seulement 10 patients, une durée de 10 jours et une durée de 5 jours. Et en fait, ils ont conclu qu'il n'y a pas de supériorité du protocole de 10 jours par rapport aux 5 jours, aussi bien sur les symptômes cliniques que sur les éléments paracliniques, notamment la CRP et la numération formule sanguine. Donc, cette réduction de la durée de l'antibiothérapie serait une stratégie complémentaire de lutte contre la résistance, de réduire aussi les effets secondaires, mais aussi de réduire le coût de ces pneumopathies. Donc, dans notre contexte, ce que je propose, c'est l'amoxicilline 80 à 100 mg par kilo par jour en 3 prises pour une durée, pour le moment, de 7 jours.
pour les infections à mycoplasme, le bénéfice de l'antibiothérapie n'a pas pu être clairement démontré. La plupart des enfants guérissent sans prendre de macrolides. Est-ce que ces macrolides vont accélérer les guérisons chez les enfants plus gravement malades ou atteints d'une toux persistante? Donc les enfants avec une pneumonie à mycoplasme peuvent guérir de façon spontanée. J'attire votre attention que la résistance aux macrolides aussi existe. C'est surtout dans les pays asiatiques où ils ont atteint des taux très importants de 87 à 97% en Chine. Dans les pays européens, donc, elle est de l'ordre de 0% dans les Pays-Bas et de 26% en Italie. Pour le moment, en Tunisie, on n'a pas de données sur les résistances des macrolides du mycoplasme pneumoniae aux macrolides. Et il faut savoir que cette résistance elle est liée essentiellement à une surutilisation des macrolides et surtout l'azithromycine. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Donc, on propose comme macrolide la clarithromycine, 15 mg par kilo et par jour en 2 prises pendant 7 à 10 jours, l'azithromycine pendant 3 à 5 jours et l'érythromycine, 50 mg par kilo et par jour pour une durée de 10 à 14 jours. Les alternatives chez l'enfant de plus de 8 ans, c'est les cyclines pour une durée de 10 jours. En hospitalier, comment on va traiter les pneumonies en hospitalisation? Donc avant 6 mois, il est recommandé de mettre l'enfant sous une céphalosporine de 3e génération par voie intraveineuse, discuter l'ajout d'un macrolide avant 3 mois pour couvrir une éventuelle infection à chlamydia trachomatis ou la coqueluche. Et après 6 mois, on peut, si le malade n'a pas un potentiel fatal, c'est l'ampicilline ou l'amoxicilline. Donc c'est l'ampicilline à forte dose, 200 mg par kilo et par jour en 4 prises. L'amoxicilline acide clavulanique, il est indiqué chez un enfant non correctement vacciné contre l'hémophilus en cas de pneumopathie d'inhalation ou de pneumonie post-grippe. Si le tableau il est sévère, un état septique, une suspicion de pneumocoque résistant, dans ce cas, on peut mettre une céphalosporine de 3e génération, la ceftriaxone ou la céfotaxime à la dose de 150 à 200 mg par kilo et par jour avec l'ajout d'un macrolide, donc devant ces enfants qui ont un tableau de pneumonie sévère. Ne pas oublier qu'il y a aussi le coût, donc j'ai mis aussi le coût de l'ampicilline, un traitement quotidien par l'ampicilline pour un enfant de 20 kg, ça coûte 5 dinars, et par la céfotaxime, c'est 20 dinars. Donc c'est un coût qui est multiplié par 4. Donc le passage à la voie orale, il est envisagé dès l'amélioration de l'état clinique, avec une durée totale de 7 à 10 jours. Quand prescrire une bithérapie, donc on voit de plus en plus les enfants qui sont sous bithérapie d'emblée. Donc cette bithérapie d'emblée, elle n'est pas justifiée. Elle est justifiée dans les formes sévères, dans les terrains à risque, notamment les drépanocytaires. Ici, secondairement, l'évolution ne permet pas de différencier le pneumocoque des germes atypiques. En cas d'allergie à la pénicilline, donc on va mettre une céphalosporine de 3e génération par voie orale. En cas d'allergie ou de contre-indication des bêta-lactamines, il faut hospitaliser l'enfant pour discuter quelle antibiothérapie on va mettre. Et au-delà de l'âge de 6 ans, on peut utiliser la piostacine. Donc il faut bien expliquer les consignes de surveillance en cas de prise en charge en ambulatoire, la température, l'état général. La pyrexie est attendue dans les 48 à 72 heures pour le pneumocoque. Il y a une apyrexie rapide, mais il faut savoir que pour les pneumonies virales ou à mycoplasme, ça peut mettre 3 à 5 jours. La pyrexie, elle est plus lente. En l'absence d'amélioration, il faut vérifier la compliance. Est-ce que le traitement est adapté ou pas? Et surtout chercher une complication et refaire la radiographie du thorax pour chercher s'il y a une forme compliquée, notamment une pneumonie nécrosante, un épanchement pleural qui sont dus essentiellement à 3 germes, le pneumocoque, le strepto-A et le staph aureus. En fait, de plus en plus décrit, donc la classique
cocci-pleuropulmonaire du nourrisson, elle est en voie de disparition dans les pays développés, et on décrit de plus en plus des tableaux sévères de pneumonie nécrosante liée à un staph sécrétant une toxine, donc la toxine de pentain-endvalentine, qui a à la fois une action nécrotique et invasive, avec un tableau sévère, un choc septique, une hémorragie alvéolaire. Donc, juste pour élucider, je vous rapporte une observation d'une patiente âgée de 1 an 3 mois qui a été hospitalisée pour suspicion pour pleuropneumopathie. En fait, cette fille n'a pas d'antécédent particulier, n'est pas vaccinée contre le pneumocoque, elle fait de la fièvre avec tout, signe digestif, et elle reçoit l'azithromycine, l'ibuprofène, du paracétamol, de l'allergosone et de l'entérogermina. Persistance de la fièvre agite-roi, changement de l'azithromycine par la clarithromycine. AJ5, elle est adressée aux urgences. Donc, aux urgences, elle a cette radio, donc une pleuropneumopathie. On fait l'échographie, c'est un épanchement pleural de moyenne abondance. Et donc, devant tout épanchement pleural, il faut faire la ponction, si l'épanchement est de plus de 1 cm, et demander les examens bactériologiques, notamment l'examen direct, la culture, et si négatif, les antigènes solubles et la PCR. Et cette fille avait un streptocoque pneumoniae qui était résistant à la pénicilline, à l'amoxicilline et sensible au C3G. Donc, pour vous dire que c'est une fille qui est âgée de 1 an 3 mois, qui est immunocompétente, qui n'est pas vaccinée contre le pneumocoque et qui a un pneumocoque résistant, et probablement le retard diagnostique, la prise d'AINS et surtout la prise d'antibiotiques, notamment les macrolides, ont favorisé cette antibiorésistance. Aussi, je précise que certains sérotypes de pneumocoques sont associés à une virulence accrue, notamment les pneumonies compliquées. Les sérotypes les plus impliqués, c'est le sérotype 1 et le 19A. Donc, les recommandations françaises pour traiter ces formes compliquées, ils indiquent l'amoxicilline acide clavulanique à forte dose, 150 mg par kilo et par jour. En fait, ils précisent du fait de la généralisation du Prevnar, la résistance des pneumocoques à l'amoxicilline est inférieure à 2%, ce qui ne justifie plus l'utilisation de C3G en première intention. Donc, pour les formes compliquées, donc on a dit qu'il y a des formes sévères, notamment un staph ou un strepto-A sécréteur de toxines. Donc, il indique l'amoxicilline acide clavulanique à forte dose, 150 mg par kilo et par jour, avec la vancomycine et dalacine. Et les signes de gravité sont essentiellement l'existence d'un choc septique, d'hémoptysie, de leucopénie ou de signes toxiniques, notamment l'existence d'une éruption avec nécrose. Donc, dans notre contexte, est-ce qu'on va suivre les Français ou garder la bithérapie, notamment avec le taux de PSDP qu'on a? Donc, je pense que pour le moment, on va garder cette bithérapie, céfotaxime, 200 mg par kilo et par jour, plus ou moins l'ajout de la vancomycine, 60 mg par kilo et par jour, et l'ajout de la dalacine, elle est indiquée dans les pneumopathies sévères avec suspicion de germes toxiniques. En cas d'évolution traînante, ne pas oublier la tuberculose. Donc, durant les derniers 6 mois, on a eu beaucoup de cas. Donc, la tuberculose, elle revient dans notre pays. Aussi, en cas d'évolution traînante, il ne faut pas méconnaître un corps étranger passé inaperçu, une pneumopathie sur un terrain de déficit immunitaire ou des malformations pulmonaires ou des fistules oso-trachéales. Donc, le contrôle radiologique 4 à 6 semaines après est discuté lors d'un premier épisode rapidement résolutif. Il est surtout indiqué en cas de pneumonie errante pour éliminer un syndrome tumoral, d'atelectasie lobaire, d'atteinte alvéolaire étendue, de formes compliquées ou les formes les plus sévères qui parfois évoluent vers des DB. Donc, les formes simples, on n'a pas besoin de faire une radiographie de contrôle 4 à 6 semaines après. Donc, je finis par cet algorithme qui synthétise la prise en charge des pneumonies de l'enfant. Donc, la première étape, c'est l'évaluation, le terrain sous-jacent, la sévérité clinique, l'atteinte radiologique. En ambulatoire, avant 5 ans, il faut viser de première intention le pneumocoque. Donc, ne pas mettre des macrolides chez un enfant âgé de moins de 5 ans. Avant 5 ans, notre crainte, c'est le pneumocoque. Bon, si
on a la possibilité, on est devant un tableau qui n'est pas très sévère, de faire une CRP. Si elle est inférieure à 40, on peut ne pas mettre des antibiotiques et réévaluer l'enfant au bout de 48 heures. Sinon, on va mettre de l'amoxicilline à la dose de 80 à 100 mg par kilo et par jour pour une durée de 7 jours. Au-delà de l'âge de 5 ans, on a la possibilité, selon le tableau clinique, de commencer soit par l'amoxicilline si on est orienté vers le pneumocoque, sinon on va commencer par un macrolide si c'est un tableau plutôt évoquant un mycoplasme avec surtout une réévaluation au bout de 48 à 72 heures. Donc toujours réévaluer vos patients au bout de 48 à 72 heures. En cas d'amélioration, on va poursuivre le traitement. En l'absence d'amélioration, on va refaire la radio pour chercher une complication et après discuter la bithérapie. En l'absence de complications, on peut discuter la bithérapie, amoxicilline et macrolide. En hospitalier, on va faire un petit bilan, la numération, la CRP, l'hémoculture, plus ou moins ECBC et si on a la possibilité, les prélèvements à visée virologique. Et on va mettre l'enfant sous ampicilline. Seulement, si le tableau est sévère, on va mettre une C3G plus macrolide et toujours réévaluer l'enfant au bout de 48 à 72 heures. En l'absence d'amélioration, on va chercher une complication. Et s'il n'y a pas de complications, on peut discuter, si on a commencé par l'ampicilline, de switcher par une céphalosporine de 3e génération pour couvrir un pneumocoque résistant aux pénicillines. Et sinon, s'il y a une amélioration, on va faire un relais par voie orale et on va poursuivre le traitement. Donc, pour conclure, je dirais que les pneumonies communautaires sont un problème majeur de santé. Le pneumocoque reste le germe à redouter du fait de sa gravité potentielle. Donc, pour évaluer la gravité, j'insiste sur l'évaluation clinique. Il faut optimiser l'évaluation clinique, bien observer vos patients, donc la fréquence respiratoire, l'ampliation, la radio pour le moment, on la garde pour le diagnostic et pour la recherche de complications. CD de la CRP, pourquoi pas, pour discuter l'antibiothérapie. En attendant que la vaccination antipneumococcique pourrait transformer notre épidémiologie, pourrait réduire l'incidence des pneumonies et des pleurésies, réduire la part des pneumocoques dans ces pathologies et diminuer la résistance aux antibiotiques. Entre-temps, je vous invite à un meilleur usage des antibiotiques. Donc avant de prescrire un antibiotique, il faut réfléchir aux bénéfices apportés de cette antibiothérapie. Donc il y aura plusieurs actions à faire, notamment l'établissement d'un plan antibiotique, de recommandations, d'actions de sensibilisation à plus large échelle. Et je vous remercie.